5000 km de pistes rurales et 2850 km de bitume des échangeurs à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. Ce sont des promesses du candidat Roch-Marc Christian Kaboré en 2015, lorsqu'il était candidat donc à la présidentielle et dans le secteur des infrastructures. Mais 2 ans après, que deviennent ces engagements? Pour répondre à la question, qui d'autre que le ministre des Infrastructures qui a en charge la mise en œuvre de ces projets qui est sur ce plateau, donc le plateau de dialogue citoyen. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue, bonsoir à tous. Merci de suivre votre émission de redevabilité et d'interaction entre citoyens et gouvernants. Ce soir, il sera question principalement de bonne gouvernance dans le secteur des infrastructures, de ce que l'on appelle le désenclavement social, la répartition des zones de chantier sera aussi au menu de cette émission. Mais avant tout, il est important de préciser que l'émission n'est ni une interview ni un entretien. C'est un dialogue entre les citoyens et le ministre qui est invité ce soir. Il revient aux citoyens de poser des questions. Et nous allons assurer la modération. Et pour cela, vous avez 2 possibilités. D'abord, appelez au 25 40 79 03 ou encore postez vos messages ou questions sur la plateforme www.presimet.bf. Monsieur le ministre, quand on parle de 2020 est dans la poche, ou 2020 se passera dans un quart de tour ou ce sera un quart de tour, qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, bonsoir Simon, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de me prêter à cet exercice. C'est aussi un devoir pour moi parce que je crois que l'un des principes de la bonne gouvernance, c'est la redevabilité. Nous avons été placés à cette fonction sur la base d'un programme politique d'un homme, le président Roch-Marc Christian Kaboré, sur la base aussi d'une lettre de mission que le Premier ministre nous a adressée. Et je peux vous assurer que l'engagement qui est le nôtre est un engagement qui s'est traduit ces 2 dernières années par des actions sur le terrain, par des résultats. Et donc, nous pouvons dresser un bilan sommaire et provisoire qui permettent de dire qu'étant donné que les engagements qui ont été pris et qui ont été traduits dans le plan national de développement économique et social en son axe 3, que ces engagements donc, qui ont été pris pour ce qui concerne le secteur des infrastructures, eh bien, moi, je ne suis pas du tout gêné de dire que l'avenir se présente sous de meilleurs auspices. Et donc, il n'y aura que de la formalité en 2020? Il n'y a jamais de formalité dans une élection. C'est ce qu'on vous a entendu dire. Je crois que les citoyens burkinabés sont appelés à observer ceux en qui ils ont placé leur confiance, en tout cas ceux en qui la majorité des populations ont placé leur confiance. Et je vais vous dire 2 petits mots sur les résultats. Vous avez parlé de 5000 km de pistes rurales en 5 ans. Effectivement, c'est un des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré. Au moment où nous parlons, nous avons mis en route 2775 km de pistes rurales. Et sur ces 2775, 1100 sont achevés. Nous sommes à un taux de plus de 80% d'exécution. 1100, nous sommes presque à mi-mandat aussi. Il faut le noter parce que à partir de juin, nous serons à 2 ans et demi. Donc il ne vous restera plus que 2 ans et demi. À partir de juin, nous ferons le point. Mais je peux vous assurer que nous sommes en avance sur le chronogramme prévu, puisque vous savez qu'en 2016, les travaux n'ont pas pu démarrer. Mais enfin, ce que je veux vous dire, c'est que le taux d'exécution du programme 5000 km de pistes rurales nous autorise à dire que sur ce segment, nous avançons avec une grande sérénité. Sauf que de l'autre côté, forcément, les choses n'avancent pas comme peut-être vous le souhaitez. Parce que sur 2850,
vous seriez, selon ce Mais que nous je avons vais, pu lire, je vais vous donner autour les de chiffres. 500-600 km. Je vais vous donner les chiffres. Nous sommes actuellement, après avoir démarré les travaux, les grands travaux de bitumage à la fin de l'année 2016, donc c'est pratiquement sur un an, nous avons achevé 192 km de route bitumée et nous avons mis en route 513 km de route que sont Didi Thomas Tougan, Dédougou Tougan, Kongoussi Djibo, Kanchari Diapara, frontière du Bénin, Manga Zabré et bien d'autres, y compris la voirie urbaine à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Je pense que... À ce moment-là, on sera autour de 600 km à mi-mandat. À mi-mandat, nous serons... Sur 2850. À mi-mandat, nous serons à plus de 600 km parce que les perspectives que nous avons pour 2018 sont des perspectives tout à fait intéressantes parce que nous avons 3 grands projets qui vont connaître en tout cas un démarrage. Nous travaillons pour que ce démarrage ait lieu. C'est 218 km donc sur Gunguin, Fada, Piega, frontière du Niger. Cette route qui est dans un état totalement délabré. Nous avons déjà lancé les avis à manifestation d'intérêt pour les contrôles et nous sommes en train de poursuivre le processus de recrutement des entreprises. La route Guiba-Garango est également en phase de démarrage pour ce qui concerne le processus de sélection des entreprises. Il en est de même de la route Waiguia-Titao-Djibo. Nous avons aussi, et ça nous avons eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, nous avons un programme important de voirie urbaine dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, sans compter le 11 décembre qui s'annonce pour Manga et qui va permettre non seulement à Manga d'avoir plus de 30 km de route, mais également à Pau et à Kombisiri d'avoir également la réalisation de routes bitumées. Si vous faites le point, je ne voudrais pas situer ce travail en comparaison avec ce qui s'est fait avant, mais vous pouvez vérifier, j'ai fait vérifier, jamais autant de projets routiers, autant de projets de bitumage de route n'ont été engagés en même temps dans notre pays. Mais c'est très facile pour vous de le faire puisque vous êtes venu trouver, selon le CDP en tout cas, que tout ce que vous parlez comme, vous donnez comme chantier ont déjà été exécutés, en tout cas les études ont été faites et souvent même les financements ont été acquis parce qu'entre 2013 et 2015, il n'y a pas eu fondamentalement de projets routiers parce qu'à cause du fait de la crise, tout avait été gelé. Donc, vous surfez juste sur le succès du CDP, en tout cas selon les responsables. Mais écoutez, vous voulez que le CDP dise autre chose que ce qu'ils disent? Et il semble, selon certains techniciens, que c'est vérifiable aussi. C'est tout à fait normal que le CDP dise ça, d'autres le diront aussi, mais vous pouvez convenir avec nous que si c'était aussi simple de surfer sur le succès des autres, pendant 27 ans, toutes ces routes-là auraient dû être bitumées. Donc, je pense qu'il faut savoir reconnaître à César ce qui est à César. Et si c'était simple, en 1 année et demie ou en 2 ans, de lancer l'ensemble de ces projets-là, croyez-moi, après 27 ans, eh bien, ils n'allaient pas laisser quelqu'un d'autre venir récolter sur ce qu'ils ont semé. Ce que je voudrais vous ajouter, parce que, vous savez, comme nous le disons, notre programme national routier qui dérive du PNDES est bâti sur des piliers. Nous avons parlé des pistes rurales qui se passent très bien. Nous avons parlé également du bitumage des routes. Là aussi, les résultats, vous pouvez les constater sur le terrain. Nous avançons assez bien. Et il y a le volet entretien routier. Et sur ce plan, je dois vous dire également que nous avons mobilisé quelques 164 entreprises. Et nous avons injecté en 2 ans 71 milliards de francs CFA. Ça veut dire une moyenne de 11 entreprises par région pour procéder
à la remise en état de nos routes, que ce soit les routes bitumées ou les routes en terre qui sont vraiment en situation difficile. Alors, je dois vous dire aussi que en termes toujours de synthèse bilancielle, c'est quelques 400 entreprises qui sont mobilisées en 2 ans. Vous pouvez vérifier, des camarades politiques. Vous pouvez vérifier si nous avons 400 entreprises et que toutes ces 400 entreprises sont nos camarades politiques, eh bien c'est une bonne chose parce que toutes les entreprises burkinabées étrangères seraient des camarades politiques. Nous avons créé plus de 50 000 emplois sur la base de ces travaux et nous avons injecté plus de 500 milliards, y compris les sommes qui ont été allouées par les partenaires techniques et financiers. Votre optimisme pourrait être freiné par l'avertissement du FMI, parce que dans votre département, vous êtes concerné justement par ces PPP, notamment avec la boucle, la voie de contournement de Ouagadougou. Il y a aussi l'autoroute qui sont concernés par ces questions de PPP. Jusque-là, en tout cas un peu bloqué par le FMI, qui estime que le Burkina ne sera pas à même de rembourser tous ces PPP qu'on aurait engagés. Vous savez, notre pays est caractérisé justement par ce qui nous amène ici ce soir, la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance veut qu'un gouvernement responsable tienne compte de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Et nous ne nous sentons pas freinés du tout, ça je peux vous assurer. Nous savons seulement que ce qui nous motive, ce n'est pas la course effrénée à l'endettement. Non, ce serait irresponsable. Ce qui nous motive, c'est comment mettre en œuvre un programme pour lequel nous sommes là, comment en mettant en œuvre ce programme, nous préservions l'avenir des générations futures. Et les projets dont vous parlez, croyez-moi, ce sont des projets qui connaîtront une exécution dans notre pays. Sauf qu'il y a des projets qui sont encore bloqués. Là, vous n'en parlez pas. L'échangeur, par exemple, de la Padoua, jusque-là, les choses ne bougent pas. Mais non, je crois que nous avons plus de 13 000 kilomètres de réseaux classés dans notre pays. Je pense que quelquefois, on commet l'erreur en allant pointer du doigt un projet qui reste un projet. Nous n'avons jamais dit que l'échangeur de la Padoua, nous allons le faire en 2017 ou en 2018. Nous n'avons jamais dit ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le gouvernement travaille de façon organisée selon un programme et notre ministère aussi travaille sur la base d'un programme. Et ce programme, il s'étale sur plusieurs années. Nous ne sommes qu'en Sauf que ce sont, monsieur le ministre, des engagements pour 2020. Lorsque vous me parlez de plusieurs années, alors que nous sommes en 2018, bientôt mi-mandat, on sait que ce sont des chantiers qui prennent du temps pour exécuter, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Alors, est-ce que vous serez dans les délais pour les engagements du président pour 2020? C'est la question. Les engagements du président pour 2020, pour ce qui concerne le secteur des infrastructures, nous serons en 2020 à un taux d'exécution de 100%. Excellent. Je dis bien excellent. Je ne sais pas si nous serons à un taux d'exécution de 100%, mais dans certains domaines, nous dépasserons les 100%. Dans d'autres domaines, il faut être réaliste. Nous serons peut-être à 80 ou à 90%, mais le plus important, c'est que notre pays ne s'arrêtera pas en 2020. En 2020, nous allons élire encore le président Roch-Marc Christian Kaboré pour 5 années. Et il aura... Vous confirmez en fait que, effectivement, ce serait une formalité? Non, il n'y a pas de formalité, mais il y a un travail qui est en cours, qui est observable. Ma conviction, c'est que c'est le résultat qui va amener l'adhésion des populations. Ce n'est pas une gymnastique intellectuelle. Je pense qu'à Bobo-Dioulasso, si vous allez là-bas en 2020
avec ce qui est déjà en train de se faire et ce que nous allons faire Et là, pour la monsieur le périphérie ministre, de il Bobo. semble- Si vous prenez les projets qui s'exécutent à Ouagadougou et ce qui est prévu dans les quartiers périphériques dès cette année, je crois que c'est ça qui parle aux populations. Si vous allez à Diapaga en 2020, ce qui va parler aux populations, c'est ce qu'ils vont voir de leurs yeux. C'est cet engagement qui a été pris et qui est réalisé. Si vous partez à Fada en 2020 et à Zabré en 2020, Fada, où et ainsi de suite, les je populations pense que attendent c'est ça encore le résultat qui va l'opérationnalisation parler au Burkina. de l'exécution de la route Kopela-Gonguin. La route Kopela-Gonguin qui a été lancée depuis bien longtemps, mais... Non, pas depuis bien longtemps, le 14 février 2017, ça depuis fera un an. exactement un an, Oui. et aller sur le terrain comme je l'ai fait, comme d'autres le font tous les jours, les travaux avancent vraiment très bien. D'accord. C'est pareil pour Didier Thomas Tougan. Allez-y sur le terrain, contrairement à des informations véhiculées ça et là. Dédougou Tougan, vous voyez que le bitume est déjà posé sur la route. Je crois que l'ensemble de ces chantiers qui ont été lancés, notre priorité cette année, c'est de faire en sorte que ces chantiers-là soient exécutés et exécutés convenablement. Alors, monsieur le ministre, vous connaissez le principe, vous devez échanger avec les citoyens. Et donc, nous avons une sur ce plateau qui va parler avec vous de la bonne gouvernance. Elle s'appelle Amélie Gué. Elle travaille pour le journal Le Reporter. Elle a 10 minutes pour échanger avec vous. Je vais l'inviter, Amélie, à prendre place et directement à poser ses questions au ministre. Allez-y. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, mademoiselle Gueye. Dans certaines de vos déclarations, vous affirmiez que tout se passe dans la transparence au sein de votre ministère. Bonne gouvernance rime avec transparence. Et pour la journaliste que je suis, qui prône ces valeurs, devrait prôner aussi et surtout permettre aux hommes de médias l'accès aux sources d'information. Vous clamez que tout se passe dans la transparence dans votre ministère. Et dans le même temps, en d'autres termes, vous ne cachez rien. Et dans le même temps, vous êtes aux abonnés absents quand des journalistes vous font appel pour avoir accès à des informations. J'ai fait notamment cas de sollicitations à vous faites par des journalistes du Reporter concernant la construction de l'échangeur du Nord. Pourquoi un tel paradoxe? Il n'y a pas de paradoxe. Je crois que tous les journalistes, tous les médias burkinabés savent que nous les avons invités tous ensemble sur le chantier de l'échangeur du Nord. Nous avons visité le chantier avec eux et nous avons mis à leur disposition l'ensemble des documents contractuels. Tous les médias étaient représentés. C'est parce que lorsque le reporter nous a écrit pour demander ces informations, le reporter n'était pas seul. D'autres médias également demandaient les mêmes informations. Nous avons décidé, plutôt que d'envoyer de façon parcellaire, parce que nous n'avions absolument rien à cacher, nous n'avons rien à cacher aujourd'hui encore, nous les avons invités tous sur le chantier de l'échangeur. Tous sont venus et ce jour-là, tous ont reçu les informations. Je dois vous dire d'ailleurs qu'avant de venir... Quand vous parlez d'informations, de quel type d'informations faisiez-vous référence? Les informations qui avaient été demandées. Okay. Et les informations qui étaient à notre disposition. N'oubliez pas que le chantier de l'échangeur du Nord, c'est vrai que les travaux ont commencé avec nous, mais les documents contractuels, l'ensemble du projet est antérieur à notre gouvernement. Et lorsque les informations ont été sollicitées, nous avons dû nous-mêmes faire un travail de recherche. Lorsque nous avons trouvé, avec l'aimable coopération de l'entreprise et d'autres partenaires du projet, nous avons invité tout simplement la presse privée, publique, audiovisuelle, écrite sur le chantier. Et encore une fois, les informations sont disponibles. Si vous avez besoin d'informations complémentaires qui sont en notre possession, nous pouvons vous les... Je rappelle, monsieur le ministre, qu'à l'époque, Ladji Bama, le rédacteur en chef du Reporter, vous avez rencontré et vous aviez promis lui revenir avec des documents, et ce qui n'a pas été fait. Non, ne dites pas que ça n'a pas été fait. Je vous explique que je pense que la transparence n'est pas pour des relations bilatérales uniquement. La transparence, ce n'est pas quelque chose qu'on traite dans un bureau. À mon avis,
il est plus transparent de porter l'affaire sur la place publique avec l'ensemble des médias intéressés que d'échanger tout simplement. Si vous le permettez, Monsieur le ministre, au nom donc de cette transparence et de cette transparence que vous clamez, est-ce qu'on pourrait, le téléspectateur qui nous suit pourrait avoir connaissance de l'accord de partenariat, du dossier d'appel d'offres sur la base duquel a été recruté le prestataire, du marché de la construction et du régime fiscal appliqué? D'abord, pour ce qui concerne le processus de sélection d'un partenaire privé, vous savez qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a le ministère porteur du projet, il y a le ministère de l'économie, des finances et du développement. Il y a d'autres acteurs également qui contribuent. Je peux vous dire que les informations qui sont en notre possession, nous sommes disposés à mettre cela à votre disposition. Vous savez que les questions fiscales ne sont pas traitées par le ministère des Infrastructures, vous le savez. Donc, il faut s'adresser, je crois qu'il faut taper à la bonne porte. Si vous tapez à notre porte et que nous avons ces informations, soyez rassurés que nous allons les mettre à votre disposition. On doit retenir donc que M. Éric Bougman, ce soir, n'a pas les informations sur le marché de construction, sur le contenu de l'accord de partenariat et du dossier d'appel d'offres. Mademoiselle Gueye. Et surtout du régime fiscal appliqué. Mademoiselle Gueye, comme je vous l'ai dit, le marché, l'accord de partenariat public-privé, nous l'avons remis publiquement. Nous avons porté cela à la connaissance publiquement. Si vous voulez une copie, vous pouvez passer demain. Vous êtes le ministre, vous êtes censé, je me dis, avoir connaissance du contenu. Ne serait-ce que donner quelques éléments. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai posé les questions. Dossier d'appel d'offres, contenu, est-ce qu'on peut avoir connaissance de l'accord de partenariat, le régime fiscal appliqué, aussi la base, le dossier d'appel d'offres sur la base, disons, telle que la loi le prévoit, sur la base duquel a été recruté le prestataire privé? Toutes les informations concernant ce dossier, je ne peux pas vous les donner ici, d'accord? Okay. Mais très volontiers, si demain matin vous vous présentez au ministère des Infrastructures, je donnerai les instructions. Je rappelle que j'ai été déjà dans votre ministère pour déposer une demande d'entretien avec vous. Cela a été sans suite, malgré les relances. D'accord, toujours concernant les échangeurs du Nord, peut-on savoir de quel type de... dès maintenant. Ok. Si vous le souhaitez. Je vous prends au mot. Monsieur le ministre. Alors, toujours concernant l'échangeur du Nord, peut-on savoir du type de PPP il s'agit? Actuellement, on est à la phase investissement du privé. Il y aura le remboursement. Qui va rémunérer le privé? Est-ce l'usager, comme on le constate déjà dans la sous-région, ou l'État, ou les deux? Non, dans le mécanisme, dans le montage financier de cet important ouvrage que, je dois dire au passage, nous sommes fiers de conduire au niveau d'exécution où il se trouve aujourd'hui, parce que ça fait partie également des engagements du président du FASO de faire aboutir ce projet. Il n'est pas prévu de péage sur l'échangeur du Nord. Cela n'est pas prévu. Il est prévu un remboursement par l'État burkinabé qui a pris des engagements en ce sens, et c'est d'ailleurs la substance profonde de cet accord de partenariat public-privé. D'accord. En mai 2017, au sortir d'un conseil de ministres, vous annonciez la disparition, vous déclarez la disparition de 400 millions de francs CFA du fonds d'entretien routier à l'époque. Aussi, cela a valu son poste au directeur financier et comptable. Je m'en vais vous lire des titres de une des journaux de la place. Fonds spécial routier, virement illégal de plus de 9 milliards de francs CFA, courrier confidentiel du 10 janvier 2018. Fonds spécial routier du Burkina, une caverne d'Ali Baba, une du reporter du 15 au 31 janvier 2018. Et récemment, courrier confidentiel dans sa dernière parution, affaire brûlante du fonds spécial routier, le DG réagit, le Conseil d'État a tranché,
la nomination du directeur financier illégal, virement de 9 675 millions, la gendarmerie enquête. Dans ces différents articles, il est fait cas de 2 situations, nomination illégale, virement dans des conditions illégales de plus de 9 milliards, d'un compte de fonds spécial routier logé à la BCAO vers des banques commerciales. Les fonds sociaux routiers ayant pour tutelle technique votre ministère, votre département, empêtré dans ces récurrentes crises de gestion, Monsieur le ministre, votre responsabilité dans cette situation n'est-elle pas engagée? Non, le département n'est pas empêtré dans d'incessantes crises. Vous avez parlé d'une situation au fonds spécial routier. Il y a plusieurs situations, il n'y en a pas 2. Il y a une nomination d'un directeur financier qui a été contestée. Une décision de suspension a été rendue. Il a été suspendu. Un intérimaire a été nommé. Un processus de recrutement va être engagé pour recruter un directeur financier et comptable. Cette affaire est classée. Ouverture de comptes bancaires dans des banques commerciales. Vous avez bien vu que j'ai lu comme vous ce matin cette affaire. J'ai vu que la lettre du ministre des Finances qui avait été publiée sans signature, une lettre a bel et bien été publiée avec la signature. Donc l'ouverture des comptes bancaires a été autorisée par l'autorité compétente qui est le ministre en charge des Finances. Là également, je dis, c'est une affaire qui est classée parce que si on dit... On a le jugement qui dit tout autre, Monsieur le ministre. Non, le jugement ne parle pas de compte bancaire. J'ai vu également dans le courrier confidentiel d'aujourd'hui, le jugement, il parle du directeur financier et comptable. Et je vous dis, sur ce point, le dossier, de mon point de vue, ne pose pas de problème. Au niveau de l'ouverture des comptes bancaires, il n'y a jamais eu de problème, sauf cette tendance à créer sensation. Je crois d'ailleurs que... Vous jugez que c'est le cas? C'est le cas. Apparemment, vous êtes en train de minimiser la situation. Non, pas du tout. Il y a des problèmes sérieux. Il y a des questions... Parce qu'il est question des deniers publics, Monsieur le ministre. Il est question de deniers publics. Plusieurs milliards qui ont été... qui ont été virés dans des conditions illégales. Comment on peut comprendre cela, surtout qu'on clame la bonne gouvernance? Est-ce qu'on peut permettre que ces situations-là soient... On peut accepter ces situations? Non, vous savez, il y a les faits et il y a l'interprétation des faits. Il y a le droit et il y a la mise en œuvre du droit. Mais si vous pensez que c'est ce qui est écrit par le reporter qui est vrai, ben, je vous dis... Il faut peut-être repartir... Ces différents écrits ont été faits sur la base d'éléments en possession des journalistes, monsieur. Vous savez, quelquefois, en lisant certaines presses, on se pose les questions suivantes. Lorsque on a en face une affaire, je crois qu'il est important de se poser plusieurs questions, et notamment d'aller à l'information. Vous êtes journaliste, vous avez une information... Et vous savez que c'est le ministre des Finances qui autorise l'ouverture des comptes bancaires. Allez-y poser la question au ministre des Finances. Est-ce que vous avez autorisé l'ouverture de ce compte, oui ou non? Vous ne le faites pas et vous jetez des documents. Si on vous fait appeler et que vous ne répondez pas, monsieur le ministre, c'est aussi ça la question. S'il y a tout un mystère autour et qu'il n'y a pas l'accès aux sources d'information... Donc, lorsqu'on n'a pas de réponse, on fait des affirmations... Pas du tout, pas du tout. Alors, parce que vous accusez, alors que vous, quand on vous fait appel, vous ne répondez pas, monsieur le ministre. Non. Si j'ai la possibilité, apparemment, je ne passe toujours sur le fond routier... Monsieur le ministre, sauf que là, en fait, la réponse, c'est que quand on vous fait appel... Vous ne répondez pas, donc... Non, c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle me fait appel que c'est vrai. Je suis désolé. Je dis, monsieur le ministre, je ne suis pas la seule. Vous m'avez déjà appelé. On a été plusieurs. J'ai été, si vous vous rappelez, monsieur le ministre, à l'issue d'une rencontre de lancement officiel du mémorial Thomas Sankara, je vous ai approché pour vous dire que j'ai été dans votre ministère pour demander un rendez-vous. Vous avez dit de relancer, j'ai relancé, ça a été sans suite, monsieur le ministre. Alors, quand je ne vous reçois pas, vous êtes autorisé... Non, quand on ne vous reçoit pas, vous êtes autorisé à écrire ce que vous voulez. Est-ce que vous reprochez, vous niez la véracité des faits décrits par le reporter ou le courrier confidentiel, monsieur le ministre? On va poursuivre le débat parce que la véracité
véracité des faits décrits par les journaux. Est-ce que vous niez la véracité des faits, s'il vous plaît, monsieur le ministre? Il y a une question sur la même question. On va toujours continuer justement avec le même sujet. Sur la plateforme Présimètre, il y a un téléspectateur qui pose la question. Le temps qu'on lise ensemble la question. Voilà. Lancé en février 2016 à 600 millions avec délai prévu, je ne sais pas la question qu'on m'a annoncé malheureusement. Je pense que le sujet... La question devait porter sur... bon, on va lancé en 2016 donc à 600 millions avec délai prévu en août 2016, les travaux de réfection de la voie Poura-Carrefour Poura-Fara a été abandonnés à peine commencés. Qu'est-ce que le ministère a entrepris pour contraindre société Copiafax à démarrer les travaux ou à résilier le contrat? Bon, répondez quand même parce que j'ai cru qu'on devait poursuivre avec le fonds d'entretien routier. C'est lié à la question du fonds spécial. On va vous remercier, Amélie Gueye, pour votre participation. C'est lié à la question du fonds spécial routier parce que le financement de cette route est assuré justement par le fonds spécial routier. Et les 401 millions dont on parlait tout à l'heure étaient liés à une procédure judiciaire qui a abouti à la condamnation du fonds spécial routier à payer à une banque 401 millions. Il se trouve que cette entreprise qui est citée, qui est attributaire du marché de construction de l'entretien périodique de la route Poura-Carrefour-Fara, est la même entreprise qui a été à la base de ce dossier. Donc, lorsque l'entreprise qui a commencé les travaux, qui se déroulaient bien, lorsqu'elle a déposé un décompte au niveau du fonds, eh bien, il a été tout simplement, ce décompte a été bloqué pour que l'entreprise vienne prendre des engagements dans le cadre d'un protocole d'accord pour rembourser les 401 millions. Parce que, je l'avais dit également au sorti de ce Conseil des ministres, l'État burkinabé ne perdra pas ces 401 millions. Et donc, les instructions ont été données, les orientations ont été données pour que tout soit mis en œuvre, pour que l'État puisse rentrer dans ses fonds. Et vous l'avez lu peut-être ce matin, j'ai vu que ces 83 millions qui ont été récupérés à ce jour, sur les 401 millions, le protocole d'accord a été signé pour permettre à l'entreprise de redémarrer les travaux. En tout état de cause, pour ce qui concerne la route proprement dite, les travaux vont se poursuivre et vont se terminer très bien. Et ça, je vous inviterai à son inauguration. Voilà, on va donc prendre une autre question sur la plateforme toujours, sur la bonne gouvernance toujours. Pourquoi les voies bitumées ne sont pas de bonne qualité au Burkina comme dans les autres pays? Ou bien votre politique, c'est de bitumer des voies, seulement la qualité ne vous importe pas? On parle d'ailleurs de goudron Vichère. Monsieur le ministre, pour la réponse. Je pense que c'est un jugement un peu sévère. Pourquoi les goudrons ne sont pas de bonne qualité. Vous savez, quand on dit goudron, cela renvoie à quoi? Nous parlons de plusieurs types de revêtements. C'est ça qu'on appelle, certains disent le goudron. Il y a le revêtement en monocouche. Il y a le revêtement en bicouche. Il y a le revêtement en tricouche, il y a le revêtement en bébé. Parce que je vais vous expliquer. C'est assez technique. Il y a le revêtement en bébé, ce qu'on appelle le béton bitumineux. Okay. Et si vous voyez aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire comme travaux à Bobo et à Ouagadougou, il s'agit de revêtement en bébé. Donc, le revêtement en monocouche ou en bicouche, les Burkinabés ont surnommé cela Vichère. Et le revêtement en bébé, ils disent c'est le bon goudron, c'est ce qu'on voit ailleurs. Eh bien, on en voit aussi dans notre pays. Quand vous prenez la route Koupela, Tenkodogo, Bitou, frontière du Togo, c'est du revêtement en béton bitumineux. Eh bien, la raison est très simple. Le coût de ce type de revêtement peut passer du simple au quintuple ou même plus. Parce que si vous prenez
Je vais vous donner juste des indications, ce n'est pas des précisions, parce qu'en la matière, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. On peut penser faire, par exemple, un revêtement en bicouche entre 250 millions et 350 millions. Mais si on passe au béton bitumineux, ce serait à partir le kilomètre, hein, le ça? kilomètre, voilà. Ce serait à plus de 600 millions le kilomètre et quelquefois même le milliard. Tout dépend donc de la structure de la chaussée, tout dépend aussi du contexte hydrographique de cette route. Donc je pense que c'est un jugement un peu trop sévère parce que nous sommes quelquefois obligés, sur la base des financements disponibles, de faire du bicouche, le tout étant de veiller à ce qu'il y ait un suivi dans le cadre de la stratégie, un suivi dans le cadre de la stratégie de l'entretien routier. Alors, il y a M. Bouraïma Yambré qui appelle de Ouarghaï, qui a une question pour vous, M. le ministre. Bonsoir, M. Yambré. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Votre question. Oui, je vais poser la question. Malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre moniteur? Voilà, je voulais demander au ministre à savoir quels sont les critères de choix des routes. Malheureusement, on ne comprend pas. Quels sont les Attends. critères de choix des routes? Voilà, Bitumées. non, c'est une route à bitumen. OK. Et quand est la route de résultat de Vargas, son groupe sera bitumen, parce qu'à chaque fois que Alors, on ne vous entend pas très bien. On a déjà compris la première question. Donc, Monsieur le ministre, vous allez répondre. Oui, même la seconde... Ah, vous l'avez oui. comprise. Alors, je pense que la question qui a été posée est une question importante. Notre pays a plus de 13 000 km de routes du réseau classé et je dois vous dire que nous avons plusieurs documents de base, plusieurs documents de politique qui ont permis de dresser un programme pluriannuel. J'ai ici donc une carte qui a été établie sur la base du schéma On va national. peut-être voir la carte, si vous pouvez bien... Voilà, la donc présenter. j'ai ici une carte qui a été établie sur la base du schéma national d'aménagement, de développement et de développement durable du territoire, qui a établi les principales artères du pays. Nous avons ce qu'on appelle la dorsale qui est présentée ici en vert. Nous avons la ventrale qui est présentée ici en bleu. Nous avons la transversale qui traverse le pays en allant un peu du sud-ouest vers l'est. Et nous avons à l'intérieur, à partir de Ouagadougou, donc ce qu'on appelle des radiales qui vont un peu dans tout le pays. Bien sûr, c'est une schématisation qui permet de dire que théoriquement, nous avons les priorités. Les priorités, c'est le bouclage donc, de cette dorsale, de la ventrale et de la transversale. Et à partir de là, ce qui n'est pas encore fait d'ailleurs, nous œuvrons justement à ce que cela soit fait. Et à partir de là, nous établissons d'autres types de critères dont le plus important est le désenclavement des zones de production. Donc, je crois que pour répondre à cette question, à cette première question, c'est ça le point central. C'est le désenclavement des zones de production qui constitue aujourd'hui notre critère de base. Monsieur Yambré a demandé ce qu'il en est de la route Tenkodogo-Ouarghaï-Sanga, frontière du Togo. Je dois lui dire que, sauf changement de dernière minute, il est prévu la restitution de l'étude, des études d'avant-projet sommaire demain 14 février au niveau du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études techniques, économiques et environnementales de cette route sont engagées, sont avancées.
À partir de l'APS, l'avant-projet sommaire qui va être présenté demain, nous allons demander maintenant auprès de nos partenaires techniques et financiers les financements nécessaires pour la construction de cette route. Je suis interpellé régulièrement sur le fait que telle ou telle route, chacun pense à la route qui passe dans son village ou dans sa province. C'est légitime, hein? C'est légitime, mais il y a une programmation. Et cette programmation tient compte donc de ce schéma national d'aménagement du territoire et tient également compte de l'exigence de désenclavement des zones de production. Alors, on a M. Moussa Da qui appelle de Koudougou, qui a une question pour vous. Bonsoir, M. Da. Oui, bonsoir, Simon Bongo. Ma préoccupation est la Da suivante. avec nous? Oui, je suis là. Allô? Allô? Bonsoir. Alors, nous, on ne le reçoit pas sur le plateau, donc Bonsoir. on va Bonsoir. passer à une question sur Bonsoir. la plateforme où on passe à la seconde étape. Aïe, aïe. Alors, Allô? oui, M. Da est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Simon. Votre question. Voilà, ma question est la suivante. Et nous savons qu'au Burkina Faso, il y a quand même un certain nombre de compagnies minières. Allô? Malheureusement, au niveau donc, de la voirie, nous constatons que dans les zones où il y a ces exploitations minières, il n'y a pratiquement pas de route. Bon, quelle politique, monsieur le ministre, entreprend pour pallier, en tout cas, à ce phénomène? Parce que je pense que quand même, comme on l'a dit, le développement d'un pays passe par le développement de la route. Si on prélève des minéraux, il doit quand même avoir une compensation. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, par rapport à la voie Banfora et Batié, je crois que les populations de Banfora et du sud-ouest quand même attendent de voir la réalisation de cette voie. Est-ce que, monsieur le ministre, nous promet que cette voie est en tout cas en voie et que, si possible, qu'il y ait des ouvertures, par exemple, avec le pays frontalier qui est le Ghana? Merci. Merci à vous, M. Da, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que le critère central, c'est bien le désenclavement des zones de production, donc production minière, production agricole et autres. Cela veut dire que le programme national routier que nous avons établi à partir du plan national de développement économique et social tient compte de cela. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer plusieurs compagnies minières qui contribuent à la remise en état donc, de certaines routes volontairement, parce que comme vous le savez, parler de compensation ne serait pas juste compte tenu des règles budgétaires connues de tous. Vous avez le principe de l'universalité budgétaire, le principe de l'unicité budgétaire, qui fait que ce n'est pas parce qu'une compagnie minière produit et verse tel montant d'impôt que la route qui va là-bas doit être aménagée par cette somme-là. On met tout dans la cagnotte nationale commune, qui est le budget de l'État, et à partir de là, on affecte aux différentes dépenses. Alors, si c'est bien de la route Banfora, Sidéradougou, Gawa, en passant par Batié, si c'est bien de cette route que notre interlocuteur parle, je voudrais le rassurer sur le fait que cette route, sur les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a été prise en compte avec des partenaires qui peuvent nous permettre aujourd'hui de dire qu'à moyen terme, cette route sera bitumée. Avec le prolongement de Batié aussi, j'ai cru lire dans vos papiers quelque part. Tout à fait, Batié, Pouéré, frontière jusqu'à du la Ghana. frontière du Ghana. Alors, nous allons inviter M. Sylvestre Tiemtoré qui est avec nous, qui doit échanger aussi avec vous, Monsieur le ministre, sur le désenclavement social. Monsieur Tiemtoré, bonsoir, et vous avez 10 minutes. C'est très important parce que ça nous permettra de donner la parole aussi à ceux qui sont au téléphone pour intervenir.
Je profitais aussi de solliciter M. le ministre pour qu'il réponde de façon concise et précise. Merci. Afin de ne pas grignoter sur mon temps de parole. Alors, de plus en plus, on parle de désenclavement social parce qu'on se rend compte que le désenclavement, ce n'est pas seulement le désenclavement par les routes. C'est vrai que pour accéder à certains services sociaux de base, on a besoin d'avoir des bonnes routes. Mais quand on lit vos documents de politique, on se rend compte qu'il y a un accent particulier qui est mis en œuvre pour que, notamment, les femmes rurales puissent accéder à certains services. Et nous pensons que le plus important, ce n'est pas le désenclavement par les pistes rurales, parce que déjà, les femmes rurales, elles courent beaucoup par ces pistes, mais arrivent à peine à accéder à ces services sociaux de base. Qu'est-ce que votre ministère fait pour contribuer, par exemple, à certaines mesures du gouvernement, telles que la corvée zéro d'eau, l'accès à l'éducation et aux services de santé? Justement, par ce programme 5000 km de pistes rurales, je peux vous dire que la contribution de mon département à l'atteinte des objectifs en matière d'eau potable, en matière d'école, en matière de sécurité, en matière de promotion de la jeunesse, je peux vous dire que nous sommes à un résultat en termes de contribution très appréciable. Tout à l'heure, sur les 1375 km de pistes rurales engagées le 23 janvier 2017, nous avons déjà réalisé plus de 200 forages. Nous avons réalisé déjà plus de, nous avons réalisé plus de 200 salles de classe, plus de 160 forages. Nous avons réalisé un poste de gendarmerie équipé avec du matériel roulant. Nous avons réalisé des clôtures pour des écoles. Nous avons réalisé des maisons de jeunes. Je sais qu'il y a 2 maisons de jeunes qui ont été construites sur la base de ce programme de pistes rurales. C'est ce que nous appelons les travaux connexes. Comme on le dit, dans le cadre des travaux routiers, et je pense que vous le savez très bien, il y a des travaux connexes qui accompagnent et ces travaux permettent de montrer singulièrement que la route apporte effectivement avec elle le développement. Et nous allons poursuivre sur cette lancée parce que nous faisons déjà le point sur les travaux connexes qui sont prévus sur le programme qui va démarrer, parce que nous allons lancer bientôt 1000 km de pistes rurales supplémentaires, probablement au cours de cette semaine d'ailleurs. Et sur ça aussi, nous allons prendre en compte cette exigence de désenclavement social. Justement, en parlant de ces travaux connexes, pour rebondir sur les 200 forages, quels ont été les critères qui ont milité au choix des sites? Ou bien c'était juste pour faciliter aux entreprises de pouvoir pomper l'eau et de faire les travaux, quand on sait que d'ailleurs ces entreprises refusent même de payer certaines taxes liées donc à cette fonction de l'eau? Non, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau pour les travaux. Les entreprises sont obligées de faire des forages qui vont être rétrocédés par la suite aux populations. Mais il y a spécifiquement des travaux de forage, d'école. Le principe est que ces travaux doivent être réalisés dans la zone d'influence du projet. Si nous avons une piste à Ouagadougou, ou dans la périphérie de Ouagadougou, nous comprenons que les travaux connexes doivent être réalisés dans ce périmètre-là. Pour ce qui est des travaux engagés sur les 5000 km de pistes, vous avez engagé 1375, ça fait à peine 27,5%, alors qu'on est presque en fin de mandat. Vous disiez tantôt que vous avez opéré presque, il y a 1100 qui sont achevés. Et vous confirmez ces chiffres à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, sur les 1375 qui ont été lancés, 1100 sont achevés. 400 km ont été attribués à des entreprises qui ont démarré les travaux le mois dernier. Et nous avons 1000 qui vont 483 et nous avons 1000 qui vont être lancés bientôt, comme je le disais tout à l'heure.
Oui, mais quand on regarde souvent ces travaux, on a l'impression que ce n'est pas accompagné de mécanismes de drainage des eaux, par exemple, surtout en milieu urbain et milieu rural. On a l'impression que le ministère travaille à créer des caniveaux qui deviennent pratiquement des nids de moustiques ou même des sources de noyades pour les populations. Alors, quelles sont les dispositions que vous entrevoyez? Parce que quand on regarde la périphérie de Ouagadougou, on voit des grandes canalisations qui sont faites, mais vous rentrez dans les quartiers périphériques, on ne voit pas comment l'eau va quitter les concessions qui sont devenues pratiquement des grandes piscines pour arriver aux grands canaux. Quand vous regardez les caniveaux qui sont faits au bord des voies, ce n'est pas couvert. Voilà, ça pose de sérieux problèmes d'assainissement pour les populations. On assiste parfois à des cas de noyade. S'agissant même de la dengue qui a sévi dernièrement, bon, vos caniveaux se transforment non, je vraiment... crois qu'il ne faut pas tout confondre. Non, il ne faut pas tout confondre. Nous avons les pistes rurales et nous avons, et c'est le problème de fond que vous posez, c'est la question de l'assainissement, aussi bien en milieu urbain et notamment dans les périphéries de la ville qu'en milieu rural. Pour les pistes rurales, vous connaissez très bien le mécanisme. Nous avons à peu près 25 millions en moyenne par kilomètre de pistes rurales. Avec 25 millions, on ne peut pas réaliser de canalisation. Et même les routes qui sont bitumées, en rase campagne, on ne réalise pas de caniveaux. C'est en traversée d'agglomération que les caniveaux sont réalisés. S'agissant donc de la question de l'assainissement, je crois que vous pouvez constater qu'un effort est fait en ce sens pour changer avec les anciennes pratiques. Que ce soit les travaux en centre-ville, notamment vers Tampuy, vous verrez qu'à certains endroits, nous avons réalisé des caniveaux. Cela permet de drainer convenablement les eaux et de protéger du même coup la route qui est réalisée. Dans le projet que nous avons avec la Banque ouest-africaine de développement concernant les 7 km de route à Karpala, plus 3 km à Toudou-Bouégo et dans d'autres quartiers périphériques de Ouagadougou, nous avons prévu un assainissement tout à fait convenable qui permette de drainer les eaux et de les envoyer vers les canaux d'évacuation des eaux usées afin de permettre de soulager les populations et aussi de protéger ces routes-là qui sont dégradées assez souvent, je crois que vous le savez aussi, par le fait qu'il n'y a pas d'assainissement. Je m'en voudrais de ne pas vous demander, s'agissant des pistes rurales, vous êtes très optimiste quant au taux de réalisation. Pourtant, nombreuses sont les populations aujourd'hui qui, dans leur village, souffrent toujours de ce manque d'entretien. C'est à se demander quels sont les critères ou le plan de mise en œuvre de ces réflexions des pistes rurales. Je me rappelle que l'année passée, lors d'une réunion à laquelle nous sortions, j'avais posé la question pour certains villages, mais jusqu'à présent, depuis pratiquement 2011, je peux vous citer des villages où il n'y a pas eu d'entretien. Moi, je peux vous citer des villages où depuis 1960, ils n'ont pas vu une seule piste. Je suis parti visiter une piste que nous avons réalisée entre Sanogo et Boussouma. C'est dans le Boulgou. Eh bien, ce jour... Mais pourtant, des fonds existent. Peut-être que les fonds existaient, mais les fonds qui existent aujourd'hui nous permettent justement de réaliser ce programme cher au président Roch-Marc Christian Kaboré et les populations qui sont bénéficiaires de ces pistes. Et ces populations sont particulièrement satisfaites. Et je crois que sur près de 46 000 km de réseaux non classés, 5 000 km, ce sera plus que ce qui a été réalisé quand même pendant les 10 dernières années. Mais comme on dit, ça ne sera pas un désenclavement total. On n'aura pas réglé tous les problèmes. Je pense que pour le prochain quinquennat, grâce à Dieu, nous ferons encore peut-être plus de 5 000 km de pistes rurales. Nous allons dire merci à M. Sylvestre Thiemtoré de SPONG pour ces échanges. Nous allons, Monsieur le ministre, prendre une question sur la plateforme. Monsieur le ministre, comment vous sentez-vous lorsque des agriculteurs de Sourou ou des Banwa voient leur production pourrir ou aux abords des champs,
faute de routes pour les acheminer dans les villes où ces mêmes produits sont très inabordables? J'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est le même que ces populations. Je me demande comment, pendant d'aussi longues années, cette région a été aussi, permettez-moi de le dire, oubliée. Prenez les Banwa, on pense à Solenzo. Le Sourou, vous avez quand même la vallée de Di, qui a été aménagée grâce au financement du peuple américain à coût de plusieurs milliards. Et vous avez de la production de tomates qui est absolument remarquable, d'autres légumineuses. Et puis, il n'y a pas de route. Comment en 50 ans, on n'a pas pu penser à ça? Donc j'ai le même sentiment que ces populations, que les usagers de la route, que ces producteurs. Le second sentiment que j'ai, c'est l'espoir. C'est l'espoir parce que, avec le plan national de développement économique et social, avec le programme national routier que nous sommes en train de mettre en œuvre, je peux vous assurer que ces régions, qui ne sont pas les seules, nous avons d'autres régions de notre pays où il y a effectivement des poches d'enclavement qui sont pourtant des zones de production tout à fait remarquables sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec nos partenaires techniques et financiers, et je peux vous assurer que l'espoir est permis. Alors, une autre question sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qui se fait quand on lance, qu'est-ce qui fait quand on lance les travaux d'une voie et attendre près d'un an pour voir le début des travaux? Je crois qu'on a déjà parlé de cette question sur le tronçon Koupela-Goungué, la RN4. Oui, mais je pense qu'on va plus revenir là-dessus pour gagner en temps. On ne va pas traîner là-dessus, oui. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'a pas lancé attendre un an avant que les travaux ne commencent. Il y a eu un temps de flottement quand même, monsieur le ministre. Ce n'est pas un temps de flottement. Il y a des principes et que le lancement, contrairement à ce que l'on pense, le lancement est une étape du processus de construction. Il y en a qui disent, mais pourquoi ne pas démarrer les travaux et aller faire le lancement? Il y avait une urgence, monsieur le ministre, pendant que les Non, je suis en train de vous expliquer. Le lancement ne met pas fin à la préoccupation des transporteurs. Le lancement est destiné à la sensibilisation des populations. Le lancement est destiné à la mobilisation sociale qui est recommandée par nos partenaires techniques et financiers, qui est indispensable à la bonne marche d'un projet. Alors, monsieur Eric Zongo de Ouaga, votre homonyme, a une question pour vous. Bonsoir, monsieur Zongo. Votre question, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes mon homonyme, je vais me permettre de vous poser quelques petites questions. 2 au maximum. D'accord. Ma première question porte sur la qualité des bitumes. C'est vrai, vous avez expliqué demi-couche, bicouche, je ne comprends rien. Mais je pense qu'il faut avoir une route qui dure que de nous faire 500 km, 1000 km pour 2 ans ou 3 ans. Et il faudrait revoir la qualité des entreprises. Quand vous prenez déjà la route du Siaou, vous remarquez qu'elle se dégrade déjà. La route qui conduit vers l'archevêché, quand vous voyez les bordures, vous sentez que d'ici et là, elle va se dégrader parce que les bordures sont mal appuyées et puis sans que le goudron va se lever tout de suite. Deuxièmement, je souffre quand vous me dites, ou bien quand vous dites qu'en 50 ans, on n'a pu rien faire. Nous parlons du présent. Laissons les 50 ans passer. Ça fait passer, nous sommes tous responsables. Maintenant, comment faire? Et votre département est un département à scandale. La journaliste vous a bien posé la question et jusqu'à présent, on ne comprend rien. C'est votre seul ministère, il y a ça qui ne va pas là, il y a des milliards qui sont partis.
il faudrait revoir la gouvernance à votre niveau. Je vous remercie. Merci à vous, M. Zongo. Monsieur le ministre, pour les réponses. Je commence par le dernier point. Vous savez, le premier principe de base de la bonne gouvernance, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité et ces scandales dont on parle. L'année dernière, j'ai demandé à la SCE de venir faire un audit. L'audit a été fait. Si scandale il y avait, le peuple burkinabé en aurait été témoin. Concernant le fonds spécial routier, j'ai reçu le président du conseil d'administration et je lui ai demandé d'adresser une correspondance à la SCE pour lui demander de venir auditer tous les comptes bancaires et ça a été fait. Alors, je pense que ce n'est pas parce que on dit des choses, c'est vrai, c'est gênant. Pour moi, c'est très gênant. Et quelquefois, on se pose des questions et les réponses ne sont pas toujours des réponses simples. Mais je peux vous assurer que le pilier de ma gouvernance est fondé sur l'intégrité. Si j'ai un collaborateur qui se rend coupable d'actes qui n'honorent pas l'intégrité, je prends immédiatement des dispositions et je l'ai déjà fait au ministère des Infrastructures. Et je suis prêt à le refaire. Et si moi-même, je me rends coupable de tels actes, soyez assurés que les dispositions seront prises à mon encontre. Elle a posé la question pour tout ce à qui l'heure. concerne... Vous considérez que votre responsabilité n'a jamais été engagée? Mais je suis le premier responsable du département. Mais encore une fois, lorsque il y a des allégations, les allégations ne sont pas forcément la vérité. C'est vrai que les allégations finissent par ternir un peu l'image du département et je comprends parfaitement celui qui vient de parler. Mais ce n'est pas les allégations qui sont la vérité. Il y a des institutions, il y a des structures qui permettent de dire sur telle ou telle allégation, oui, effectivement, c'est avéré. En ce moment, chacun prend ses responsabilités. Je prends le simple cas de cette lettre du ministre des Finances qui a été brandie pour dire, voilà, il y a une lettre qui n'est pas signée. Eh bien, on envoie une lettre qui est signée en bonne et due forme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? En ce moment, on a déjà terni l'image de quelqu'un, de plusieurs personnes peut-être. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que les principes et les règles de la bonne gouvernance soient appliquées. Parmi ces règles, il y a la redevabilité. Je suis assis ici. Je suis prêt à répondre n'importe où sur les actes de gestion, sur les allégations qui ont été portées. Et je pense que ma responsabilité aussi, avec l'ensemble de mes collaborateurs, c'est de faire en sorte que de telles allégations puissent cesser et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Pour ce qui concerne la qualité du bitume, je dois dire que c'est la même préoccupation qui m'anime en tant que premier responsable et cette préoccupation anime également mes collaborateurs, mes techniciens, mais encore une fois, je pense que les exemples qu'il a cités ne sont pas les meilleurs exemples parce que nous avons dit dès le départ que pour la route qu'on appelle la route du CIAO, en tout cas la rocade sud-est, il est question de faire une intervention ponctuelle pour permettre à nos amis de la coopération japonaise de financer la reconstruction de cette route. Et croyez-moi, monsieur qui a parlé avec autant de connaissances, avec une qualité d'observation que je salue, est probablement un technicien ou en tout cas il s'y connaît. Allons voir et dites que sur ces 6,5 km, le travail qui a été fait au coût où il a été fait, est-ce que c'est un travail de mauvaise qualité? Je ne veux pas dédouaner les entreprises parce que j'ai toujours pensé que nous devons être exigeants vis-à-vis des entreprises, nous devons être exigeants vis-à-vis des bureaux de contrôle et nous devons être exigeants vis-à-vis de nos propres collaborateurs qui sont chargés de surveiller l'ensemble de ces travaux. Alors, la dernière personne donc, qui est sur ce plateau, qui a des questions pour vous, c'est M. Suleiman Ouedraogo, dit Bézik Soul, il est du Balai citoyen.
Il va parler avec vous de ce qu'on a résumé en grand projet du ministère. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Gongo, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Ne voyez pas ça comme de l'acharnement, mais la bonne gouvernance, ça vous tient à cœur. Redevabilité, transparence, participation citoyenne. Vous avez eu une passe d'armes avec Amélie tout à l'heure. Le dernier téléspectateur est encore revenu là-dessus. Simplement, vous avez dit que l'ASCE est venue par rapport à cette première histoire qui a été révélée de transferts illégaux. Ensuite, que l'ASCE était encore, vous avez pris attache avec le président du conseil d'administration du fonds pour que l'ASCE revienne. Est-ce que vous pouvez ici et maintenant nous prendre l'engagement que ces rapports d'inspection de l'ASCE seront rendus publics? Il ne m'appartient pas de rendre publics les rapports de l'ASCE, mais ce que je peux vous assurer, c'est que l'ASCE certainement va le faire, mais je suis disposé à mettre à votre disposition, si l'ASCE en est d'accord, son rapport. Et peut-être, monsieur le ministre, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Pourquoi vous gardez le silence pendant qu'on a besoin peut-être de comprendre davantage? Peut-être que c'est maintenant, pendant que vous possédez ces rapports, qu'il faut publier pour démontrer effectivement, si tel en est le cas, qu'il n'y a rien de muta entre griffes. Non, vous savez, l'ASCE est une institution respectable. L'ASCE prend souvent la parole, elle n'a pas besoin de demander l'avis d'un ministre ou d'un responsable d'institution. Je crois que vous avez tous suivi avec moi certaines prises de parole de l'ASCE pour indexer telle ou telle situation. Mais pour ce qui nous concerne, lorsque sur cette affaire l'année dernière, l'ASCE a fait son rapport, j'avais dit que j'attendais ses recommandations et j'attendais ses constats. Les constats ont été faits, les recommandations ont été faites pour améliorer et nous avons pris en compte ces recommandations. Je crois que d'ailleurs en ce moment aussi, l'ASCE est dans sa mission annuelle. Moi je pense qu'il faut respecter les institutions, je pense qu'il faut sortir un peu du goût du sensationnel. C'est un peu normal, c'est l'évolution médiatique de notre monde qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez qu'on vous lise, si vous voulez qu'on vous écoute, si vous voulez qu'on vous regarde, il faut surtout lancer des pics. Ce que vous voulez dire, c'est que ce rapport d'inspection de l'ASCE en soi, ce n'est pas très important, qu'on doit vous faire confiance. De toute façon, je n'ai aucune raison de douter de votre intégrité. Et donc, que ce rapport, qu'il soit rendu public ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Pas du tout. Je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur cette question. Le rapport de l'ASCE est un rapport d'une institution de contrôle, l'autorité de contrôle supérieure de l'État et de la lutte contre la corruption. C'est une institution de notre pays. Son rapport est très important. Ce que je dis, ce qui est moins important, à mon avis, ce sont ces titres de certains journaux pour accrocher le lecteur. Ce sont ces allégations, quelquefois infondées, quelquefois il y a de la vérité dedans. Mais avec votre permission, je vais vous poser une deuxième question. Là j'ai le décret numéro 2017-0617 presse PM, etc. Enfin, ce décret, c'est le décret du 14 juillet qui porte allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe. Et dans ce cadre-là, votre ministère a bénéficié d'une autorisation d'engagement de plus de 150 milliards en temps direct pour l'entretien courant du réseau routier, pistes rurales, etc., etc. Et l'autorisation de recours à cette procédure d'entente directe révèle de votre seule compétence en tant que coordonnateur. Et ce recours n'est pas soumis à l'avis de la structure chargée de la commande publique. C'est écrit ici. À l'issue donc de la période concernée par cette opération d'allègement des procédures, faites-nous donc un point, parce que 150 milliards de marché à passer
en entente directe, c'est quand même énorme. Je ne sais pas d'où vous tirez ce titre de 150 milliards. Je l'ai là. Ce n'est pas 150 milliards qui concernent le ministère des Infrastructures. Ah ben si, Bon. c'est bien là. Ministère des Infrastructures, 150 milliards. Et il y a le décompte. Entretien courant piste rurale, entretien courant réseau routier. Et d'ailleurs, vous avez eu un crédit de paiement en 2017 de 28 milliards, enfin près de 29 milliards. Ah, donc vous êtes en train de revenir en arrière. Non, je parle des engagements. Non, mais... En fait, le décret vous a autorisé, vous a permis Non, de faire des engagements de 150 milliards. Monsieur Donc, on Souleymane, aimerait juste savoir Monsieur Souleymane, si c'est 150 milliards. il n'y a pas eu de 150 milliards, mais là n'est pas le fond du débat. Le fond du débat, c'est que là encore, vous savez, il y a un autre principe fondamental de la bonne gouvernance. C'est l'équité et l'égalité dans la redistribution des fruits. Regardez tous les dossiers d'entente directe que nous avons passés. Vous verrez que nous avons fait recours à plus de 70 entreprises. Sous d'autres cieux et en d'autres temps, peut-être sous nos cieux, on concentrait les marchés aux mains d'un ou d'un groupe de personnes. C'est tout à votre honneur, monsieur Donc, le ministre. nous avons... J'aimerais simplement C'est pour vous dire... sur les 150 milliards d'engagement. Il n'y a pas de 150 milliards d'engagement, vous avez dit tout à l'heure. Nous allons faire le point pour vous dire exactement ce qui a été passé par entente directe, où nous en sommes, quel a été le résultat. Amélie prendra bonne note. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le Conseil des ministres avait pris le soin de mettre un certain nombre de garde-fous qui font que, contrairement à ce que vous dites, aucun ministre n'a pu s'asseoir pour passer ces marchés par entente directe. Donc, ce décret est de nul effet. Ce sont des dossiers d'entente directe qui ont été soumis au Conseil des ministres. L'ensemble des ministres ont pu en prendre connaissance. Il y a eu des discussions pour que ces marchés soient passés. Et donc, je peux vous rassurer que, d'ailleurs, ce sont des marchés qui vont être audités et qui vont permettre à chacun de se faire une idée sur le résultat. Et ces marchés par entente directe ont permis de réaliser les travaux dont beaucoup de Burkinabés sont fiers aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. On va rapidement avancer. Et on va revenir sur le programme de 5000 km de pistes rurales. À l'émission RTB, Dialogue avec le gouvernement, du 6 septembre 2016, vous étiez ici même dans les studios de la RTB, vous avez même annoncé être passé d'un objectif de 5000 à 7000 km de pistes rurales. Absolument. Vous vous en rappelez. Oui. Pourtant, le décompte que vous nous faites, on est à peine à 2175. Et 2775. OK, 2775. Mais malheureusement, on constate que la plupart des entreprises ont des difficultés pour avancer dans les travaux. Et rappelons que nous sommes à un taux d'exécution de 81%. Vous avez dit 80%. Si c'était la plupart des entreprises, on devait se situer nettement plus Laissez-moi finir. C'était des marchés d'un délai de 4 à 6 mois. Mais 16 mois après, 16 mois, on est à un taux de 80%. Moi, j'ai plutôt un chiffre de 60%. Et rien que la semaine dernière, Madame la gouverneure de la région du Centre-Nord a manifesté son insatisfaction parce qu'il y a une entreprise chargée du bitumage. La section 1 de la route... Vous parlez de piste rurale ou de bitumage? Non, ça c'est un autre registre. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Non, je ne suis pas en train de mélanger. Vous avez parlé des pistes. Quand je poserai ma question, vous allez mieux comprendre. Non, en réalité, la question c'est qu'est-ce qui explique ces retards récurrents? D'abord, ce n'est pas 16 mois, comme vous l'avez dit. Le lancement officiel des travaux a été fait en octobre 2016. L'ordre de service a été donné aux entreprises le 23 janvier 2017. Et donc, nous sommes très loin de 16 mois, mais je vais reconnaître une chose avec vous. Nous avions surestimé la capacité
de certaines entreprises et nous avions même surestimé un peu l'appréciation de la consistance des travaux. Ce qui fait que nous avons dû faire des amendements pour prolonger la durée d'exécution des travaux. Et aujourd'hui, nous avons tiré, je dirais, profit de cette expérience pour prendre en compte des délais suffisants pour permettre à ces travaux de se réaliser. Merci, Monsieur le ministre. Et on attend rapidement le feedback que vous avez promis. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Bézeksoul, pour votre contribution à cette émission. Vos 10 minutes sont épuisées. Nous allons prendre une question sur la plateforme. Monsieur le ministre, l'augmentation du parc automobile à Ouaga montre que nos voies principales seront dépassées à moyen terme. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de passer à la réalisation de 2 fois 3 voies, avec une voie exclusivement réservée aux 2 roues et aux tricycles? Et peut-être même aux autobus. C'est une remarque tout à fait juste. Hein. Nous sommes tous à Ouagadougou. Nous voyons avec quelles difficultés, quelquefois, il faut se rendre sur son lieu de travail. Il s'agit de la question de la mobilité urbaine. Et je peux vous dire qu'il y a un groupe qui travaille sur cette question, qui implique la commune de Ouagadougou, qui implique le ministère en charge donc des transports et de la mobilité urbaine, qui implique aussi le ministère de la Sécurité et le ministère des Infrastructures. C'est une question fondamentale à laquelle il faut apporter de bonnes solutions. Et pour apporter de bonnes solutions, il faut en cerner tous les contours, il faut en mesurer l'impact sur le plan financier, mais également l'impact sur la vie des citoyens de la ville de Ouagadougou. Regardez quelques travaux déjà que nous faisons. Nous allons en faire plus, mais rien que ces travaux, vous voyez combien la circulation est perturbée à certains endroits. Donc c'est une question effectivement que le gouvernement a pris à bras le corps et je pense que les bonnes solutions seront trouvées. Les bonnes solutions ne passent pas forcément par la réalisation de 2 fois 3 voies. C'est une proposition. Par exemple, on peut définir des zones de circulation à sens unique, on peut définir des zones de circulation uniquement piétonnes, on peut définir d'autres types de mesures qui ne passent pas nécessairement par la reconstruction des Mais est-ce que vous êtes dans cette démarche justement? Absolument. Le groupe de travail dont je vous ai parlé est en train d'explorer l'ensemble des solutions, y compris celles dont je parle. Alors, M. Abdul Razak Ouedraogo de Ouaga a une question au téléphone pour vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question. La question, ma préoccupation, c'est la route qui mène l'échangeur de route à l'hôpital de Ouedraogo. Voilà, je la question quand la fin de cette travaux. Parlez dans le combiné de votre téléphone, on ne vous entend pas très bien. Oui, je crois que c'est M. Abdul Razak parle de la section urbaine de la RN3, RN4, donc qui vient de l'échangeur de l'Est, qui passe près de la forêt et qui continue devant l'hôpital. On vous a compris, hein, M. Ouedraogo, le ministre répond. La fin des travaux est prévue pour cette année 2018. Et je crois que pour ceux qui sont passés tout près, ils voient une accélération de ces travaux. Nous avons d'ailleurs décidé de fermer une des sections de cette route-là, notamment au niveau d'une zone marécageuse, pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. En tout cas, l'état d'avancement que nous observons nous permet de penser que cette année 2018, les travaux vont être achevés. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons aborder donc la dernière étape de cette émission, qui est la partie évaluation, puisque vous avez parlé pendant pratiquement 90 minutes. Nous verrons qu'est-ce que le public qui est là pense de votre prestation et aussi notre équipe. Et Ruth Bini Ouattara va supplier Adama Coulibaly, qui a l'habitude de cet exercice,
qui est en déplacement. Ruth Ouattara, vous êtes invité à venir sur ce plateau. Voilà. Bonsoir Ruth. Bonsoir Simon Gongo. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, il faut dire que dans l'ensemble, au cours de cet exercice, vous êtes bien défendu et même très bien. Si bien que certains ont estimé que pour vous, tout était rose au Burkina Faso. Et certains téléspectateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à décrier en grand nombre la qualité des infrastructures. Alors, on vous a également senti un peu embêté sur la question du fonds routier avec la journaliste Amélie Gué. Tout à fait. Ah, voilà, on vous a senti très inconfortable. Et beaucoup également sont restés sur leur faim quant à la réalisation des promesses présidentielles sur les infrastructures d'ici 2020. Et certains également ont relevé cette assurance, sinon cet excès d'assurance quant à votre réélection au niveau des élections de 2020 pour un deuxième mandat. Alors, le public sur ce plateau vous a accordé la note de 5,6 sur 10. Nous vous avons accordé 7 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 6,3 sur 10. Merci. Merci à vous, Ruth Ouattara. 6,3, c'est au-dessus de la moyenne. Et donc, mais je précise que cette note n'a rien à voir avec le comportement du ministre, sa prestation dans son ministère. L'exercice juge juste à avoir le niveau de conviction que vous avez après l'émission. Est-ce que le ministre est arrivé à vous convaincre dans ses réponses? C'est essentiellement ce que nous recherchons et non d'autres considérations. Je précise aussi que le principe pour nous n'était pas, pour le journaliste que je suis, de mener l'interview. C'était aux citoyens qui ont appelé les internautes d'échanger directement avec le ministre. Ça ne répond peut-être pas aux attentes des principes du journalisme, mais nous appelons cela le journalisme citoyen. Et donc, ce n'est pas un genre journalistique connu, mais nous essayons au maximum de donner la parole aux citoyens pour qu'ils puissent questionner les responsables, les autorités qui les gouvernent. Monsieur le ministre, 1 minute pour conclure. Ben, je comprends l'impatience de ceux qui pensent qu'il faut réaliser toutes les infrastructures routières tout de suite. Je crois que dans un pays organisé comme le nôtre, il faut lire donc la projection, il faut lire le programme, il faut croire que ce programme-là, il va se réaliser et que forcément, on a besoin d'un peu de temps pour réaliser ces programmes. Je comprends encore plus ceux qui exigent du responsable une honnêteté sans faille, une intégrité, ceux qui exigent la transparence. J'adhère à cette exigence et j'ai la même exigence vis-à-vis de mes collaborateurs. Et je pense que certaines questions qui peuvent défrayer souvent la chronique ne doivent pas conduire à un doute systématique ou à une condamnation, je dirais, ou à un blâme collectif. Je crois qu'il faut permettre aux responsables de travailler avec un minimum de sérénité et c'est à lui aussi, c'est ce que je comprends, c'est de sa responsabilité de travailler à cela et c'est ce que nous allons faire. Merci à vous, en tout cas, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus aussi échanger avec vous et au public qui est là. Merci à l'équipe technique, toute la coordination dirigée par Peggy Ouedraogo et tous les journalistes qui sont là, qui m'ont aidé à préparer donc cette émission. Dialogue citoyen se poursuit sur la plateforme Présimètre, le débat continue. Vous pouvez donc passer sur le www.présimètre.bf. Au mois prochain donc pour un autre numéro de Dialogue citoyen. Merci. Le journal de 22h, c'est tout à l'heure avec Ruth Bini Ouattara.